Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, Nissa Podcast, c'est ton podcast. Des histoires de vie, des témoignages, des interventions, des cœurs éprouvés, des conseils aussi personnels que professionnels. et bien plus encore. Ici, deux sœurs prêtes à t'écouter sans aucune contrepartie. Deux sœurs aussi ambitieuses que passionnées de faits de société. Deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui, car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité? Tu es là, nous sommes aussi. Ta voix compte, ton parcours nous inspire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درب العفاف فاسلكي لا تخافي. Assalamu alaikum May, comment tu vas? Wa alaykoum salam wa rahmatullah, ça va, je te remercie et toi? Très bien, alhamdulillah. Aujourd'hui, je suis très contente d'être avec toi parce qu'on aborde un sujet qu'on aurait aimé aborder bien plus tôt. Mais bon, c'est jamais trop tard, alhamdulillah. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler de la santé mentale, mais plus généralement, ça sera un épisode qui sera quand même dédié à sensibiliser toutes celles qui nous écoutent, Inch'Allah. Donc, les filles, en réalité, ben là, ça fait plusieurs mois qu'on vous accompagne au téléphone à travers accompagnement pro ou bien perso. Et c'est vrai que ce soit pour le pro ou bien le perso, on est souvent limité par des épreuves qu'on va rencontrer et des épreuves entre nous et nous-mêmes. Donc, qu'il s'agisse de dépression, de baisse de morale, de baisse de foi. Et en réalité, je pense qu'aujourd'hui, je pense que May, tu me contrediras pas, les femmes, on a tendance à ignorer notre santé mentale ou en tout cas placer plein d'autres choses en priorité avant de prioriser, nous, notre bien-être. Parce que ben, c'est le moteur finalement de tout et de toutes choses. Donc aujourd'hui, ça va être top parce qu'on va pouvoir avoir ton retour, tes conseils, Inch'Allah, et aborder de manière générale ce sujet-là pour sensibiliser et ne pas en faire un tabou. Je trouve que c'est extrêmement important. Je te remercie énormément. C'est vrai que le but de ce podcast, c'était un petit peu ça. Parce que du coup, j'ai un podcast sur la santé mentale. Et d'un point de vue religieux, c'était important pour moi de pouvoir un peu réunir ces aspects-là. Parce qu'en fait, je ne trouvais pas ce format de podcast en France, malheureusement. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidée quand j'étais dans des situations un petit peu, voilà, comme ça, de santé mentale, où j'avais des besoins. Et je trouvais ça que sur les plateformes anglophones, en fait. En France, je trouvais pas du tout d'équivalent. Et c'est un peu de ça que ce podcast est né, parce que je pense que c'est important de prendre conscience. De toute façon, je pense qu'on va en parler plus en détail après, mais je pense que dans ce que tu dis, cette tendance à un petit peu ignorer les symptômes, s'ignorer soi-même, c'est un petit peu un mal général, malheureusement. Et beaucoup de sœurs n'ont pas conscience j'ai envie de dire, de l'ampleur du problème et du fait que ce soit même un problème de santé mentale en général, en fait. Alors déjà, ben, on a abordé plusieurs fois le terme santé mentale. Pour ben, toutes celles qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la santé mentale? Parce que je pense qu'on a un peu toutes une définition différente. Bien sûr. Alors du coup, je vais prendre la définition du coup selon l'OMS parce que ça fait un petit peu plus en gros, c'est une définition plus sérieuse parce que c'est la même définition initialement que pour la santé physique. Donc en fait, selon l'OMS, la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social et ça consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc ce qui est important en fait dans ça, c'est de comprendre que être en bon état de santé mentale, c'est pas juste ne pas être malade, c'est vraiment une sorte d'état de bien-être global, en fait, du coup, sur tous les plans. Et au niveau mental, c'est très important également. Et en fait, la santé mentale, ça peut englober plusieurs choses différentes. On peut parler de type de personnalité, on peut parler de troubles, on peut parler de choses passagères, par exemple dues aux choses de la vie, on peut parler à des choses qui sont des crises par moment, on peut parler à des choses, enfin, de choses pérennes, de choses chroniques. En fait, c'est extrêmement vaste et c'est juste le fait de désigner en général quelque chose qui ne va pas à un moment T, un problème, en général des troubles, des maladies, ou voilà, et qui justement gère l'aspect mental et pas l'aspect physique. Et on parlera un petit peu des différences après, je pense, mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour beaucoup de gens à identifier et à traiter malheureusement.
Et justement, au départ, on abordait ce sujet-là que chez les femmes, en tout cas, j'ai l'impression qu'on va plus avoir tendance à négliger pardon, notre, santé mentale, même physique, mais physique, ça va être, un autre sujet. J'ai l'impression que bon, en tout cas, je vais parler de moi. Souvent, on va se dire: «Ben, ça va, là, ça va, c'est que passager, en réalité, c'est pas très grave» et cetera. Mais, j'aimerais bien avoir ton avis, May. À partir de quand est-ce que on doit prendre beaucoup plus au sérieux, ce bien-être-là? Comment remarquer? Quels sont, les signes avant-coureurs que ça ne va pas? En fait, cette négligence, elle est due au fait que déjà, il y a une méconnaissance des symptômes pour beaucoup de gens ou de nos propres limites. En fait, quand c'est physique, on a tendance à s'inquiéter, mais quand c'est psychologique, on va beaucoup aussi un petit peu l'expliquer par le fait que ce soit le quotidien, par le fait qu'il y ait des événements, ce qui n'est pas faux, hein, ça peut complètement être le cas. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément conscience que ça peut être des signaux d'alerte, justement, ces signaux-là. Au niveau des signaux, justement, où je pense qu'il faut faire attention, je dirais les changements sur les grands éléments, en gros, les fonctions vitales de l'être humain. Donc le sommeil, l'alimentation, quand on voit qu'il commençait à avoir des difficultés d'endormissement, vraiment des troubles du sommeil avec des réveils fréquents, qu'au niveau de l'alimentation, on mange plus ou plus du tout. Dans les intérêts aussi, au quotidien, quand ça devient compliqué de faire des choses, que ce soit au niveau, enfin, compliqué dans un sens physique, quelque part, comme pour la dépression, ou que ce soit, on est tellement pris par nos pensées, je pense au cadre de TOC ou d'autres choses qui font que, voilà, le quotidien devient... En fait, le quotidien change quelque part. Et puis après, il y a tous les signes émotionnels. Donc, l'anxiété. L'anxiété, après, ça peut être un peu dur à évaluer pour des sœurs notamment qui en ont déjà. Mais en général, on sent quand il y a un palier, quand il y a quelque chose, enfin, des changements au niveau des sujets de l'anxiété, au niveau de l'intensité, des crises, etc. Et je dirais les pleurs ou la tristesse, vraiment, en fait, toutes ces émotions-là qui sont plus fréquentes et qui présentent un changement. Quand on peut se dire, ah, il y a, je sais pas, un mois ou 2 semaines, j'étais pas comme ça, je réagissais pas comme ça. Et là, c'est des petits signes comme ça dans mon quotidien qui font que je vois que les choses changent. Je pense que c'est un moment où il faut commencer à se poser des questions. Et il y a quelque chose qu'on néglige aussi, ça peut être la mémoire ou les symptômes physiques. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui développent des troubles psychologiques, qui ont tendance à somatiser. Et du coup, on va se fixer sur ces troubles-là en se disant, voilà, j'ai un problème de santé physique, il faut que j'aille au médecin, etc. Ce qui est vrai, c'est une piste à explorer. Mais souvent, ça peut aussi être des manifestations psychologiques de tout ça. Donc voilà, je dirais en tout cas faire attention à, en fait, se connaître soi. Et en général, on se connaît soi, hein. C'est juste qu'on est un petit peu dans le déni face aux choses et qu'on n'a pas forcément le temps de se poser et pouvoir repérer ces changements et essayer d'agir en conséquence, en fait, dont de toute façon, on expliquera un petit peu après comment agir en fonction de tout ça normalement. Et pourquoi, à ton avis, ce déni de notre mal-être finalement? Est-ce que c'est, tu parlais au départ que, tu as plus vu de contenu sur la santé mentale des femmes, enfin du contenu, anglophone, mais moins francophone. Est-ce qu'on pourrait expliquer ça par une sorte de tabou? Enfin, je vois plutôt ça dans la communauté en islam. Est-ce que dans notre communauté musulmane, il y a un tabou par rapport, à la santé des femmes ou des hommes? Comment est-ce que ça pourrait s'expliquer? Écoute, par rapport aux problèmes anglophones et francophones, j'ai pas réellement d'explication, hormis le fait qu'on fonctionne complètement différemment et que je dirais que chaque communauté a ses points positifs et ses points négatifs et que clairement on voit que eux, par exemple, ils vont avoir de l'avance sur énormément de sujets de ce type-là. Moi, pour mes podcasts, en toute honnêteté, la majorité des recherches que je fais, c'est sur des sites anglais, c'est avec des références anglaises et par exemple, je sais pas si tu connais du coup le manuel il y a un manuel d'un ancien savant qui s'appelle Al-Balkhi, qui du coup parle d'énormément de sujets de santé mentale. Il était un savant du 9e siècle. Du coup, il traite la dépression, le TOC, qui donne vraiment des... En fait, c'est un petit peu l'ancêtre de la TCC, de la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, il donne énormément voilà, d'astuces, d'aides, etc. Et en fait, ce manuel-là n'est traduit qu'en anglais. Donc j'ai pu y avoir accès que parce que voilà, c'était anglais et ça a été une bonne base aussi pour mes podcasts. Donc sur ça, je sais pas exactement ce qui fait qu'il y a un petit moins de tabou. Je pense qu'on a honte, il y a de la culpabilité. C'est beaucoup moins bien accepté, le côté santé mentale que le côté santé physique. On a peur aussi parce que ça joue un peu sur l'image qu'on a eue en France
de la santé mentale pendant des années avec tout l'imaginaire collectif, les films, les choses comme ça. Enfin, tout de suite, on s'imagine l'asile, le fait de perdre le contrôle. C'est associé à la violence souvent aussi. Donc, c'est vrai que une personne qui peut faire une crise d'angoisse ou qui peut avoir une crise, je sais pas, de déréalisation ou un truc de décompensation ressemblant à la schizophrénie, elle va tout de suite avoir tendance à paniquer, à penser qu'elle devient folle, etc. Et c'est légitime. Mais du coup, la réaction pour beaucoup de gens, en fait, en général, c'est le déni et le fait de se dire que qu'on peut gérer. Par exemple, sur des symptômes dépressifs ou des choses comme ça, en fait, la femme, en général, et je pense que la femme musulmane, il y a un peu un côté comme ça qu'on a repris, on a ce rôle-là, entre guillemets, d'être parfaite sur tous les plans. Et les émotions, elles n'ont pas leur place, en fait, dans ça, et encore moins les troubles. Donc, le fait d'avouer, j'arrive pas à gérer avec mon quotidien, j'arrive plus à gérer avec les enfants, j'arrive plus à gérer avec la maison, c'est extrêmement compliqué pour beaucoup et c'est un truc que, enfin, on préfère enfouir et garder ça et se dire que ça va passer plutôt que de vraiment reconnaître en fait le fait qu'il y a un problème. Je te rejoins totalement. Il y a une énorme pression sur les femmes d'être une femme, une bonne mère, une bonne épouse, une bonne fille, une bonne femme dans la société. Il faut être forte, mais pas trop, etc. Énormément de cases dans lesquelles on doit rentrer. Et c'est vrai que peut-être qu'inconsciemment, bah, ça nous mène à peut-être faire un parallèle, alors que ça ne devrait pas être comme cela, mais un parallèle entre si je ne vais pas bien, c'est que je suis une femme faible ou moins capable qu'une autre. Allah, il nous a créés faibles et finalement, quand on remonte même dans l'histoire de nos prophètes, on remarque également que en fait, ça ne concerne pas seulement des femmes et que c'était les meilleurs hommes portés sur terre. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une grosse part d'acceptation qui est indispensable de se dire, bah, les filles, si ça ne va pas, ça ne va pas. Mais c'est humain, c'est une épreuve et parfois ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais le plus important, c'est de prendre soin de soi et puis voilà, vous retournerez à vos occupations, voilà, à 100%, mais il faut aussi s'autoriser de ne pas aller bien parfois. Je pense que le truc que tu notes qui est très important, je relève juste ce point-là du coup, c'est le côté épreuve. Parce que pour le reste, on est au fait. Quand il y a des soucis, je sais pas, d'argent, de famille, de tout, même de santé physique, les gens vont avoir tendance à se rappeler l'épreuve et le côté religieux. Et pour la santé mentale, pas du tout. On dirait vraiment que c'est juste voilà, un truc à régler, un truc à cacher, un truc, voilà, enfin, que la personne abuse, que la personne fait semblant, que la personne prend des médicaments alors qu'il faudrait pas. Enfin, toutes ces choses-là, donc d'ailleurs on parlera des médicaments plus tard, mais en gros, toutes ces choses-là qui font que, en fait, la personne ne s'autorise pas à, à vivre, déjà à accepter d'avoir cette épreuve-là et à le dire aux autres, et surtout à le vivre elle-même. Pour elle, c'est même pas une épreuve en fait, c'est juste un fait à supprimer. Alors qu'en soi, c'est une épreuve comme le reste, et chacun est atteint par les épreuves qui lui correspondront et qui seront adaptées à lui en fait. Totalement et par rapport à du coup à ça, une fois qu'on a fait le constat que ça ne va pas ou ça va un petit peu moins par rapport aux tous les symptômes, tous les signes avant-coureurs que tu as énumérés au début, bah, forcément, bah, comme tu l'as dit, il faut aller consulter quand on a mal quelque part, mal au ventre, mal au bras, mal à la tête, on va voir un médecin généraliste ou un médecin spécialiste et là, ben, dans le cas de la santé mentale, il y a également des spécialistes qui sont les psychologues mais et ça reste toujours pareil, j'ai l'impression que c'est encore très tabou et même j'irais plus loin, pas forcément aller voir des psychologues, mais juste demander de l'aide. Demander de l'aide parce qu'on a fait face à ce fait-là, du coup les filles, sur Instagram, bah, vont nous demander voilà, «Je traverse, une épreuve et j'ai envie d'en parler, j'ai besoin d'en parler, mais je me réfugie auprès d'Allah et en vrai Allah me suffit» et ce qui est très bien, c'est même le comportement qu'on doit avoir. Mais pour autant, j'ai l'impression que chez chez certaines d'entre nous, on va avoir un blocage avec le fait de demander à d'autres personnes, demander aux créatures, comme si ça empiétait sur le fait de demander au créateur. Je ne sais pas si, je me suis bien expliquée, mais j'aimerais Oui, avoir complètement. ton avis sur ça. Alors du coup, pour revenir sur le fait d'aller voir un psy, moi je pense que c'est comme pour tout, ça dépend vraiment de la personne et de ses besoins. Il n'y a pas une solution parfaite comme les médicaments, comme le reste, il n'y a pas une solution qui sera adaptée à tout le monde, ce serait un petit peu trop simple.
Donc il y a des gens, on le rappelle, pour qui c'est en effet une urgence vitale d'aller voir un psy. Là, il n'y a pas, il y a pas 10 000 solutions. Il y a même des gens pour qui ce sera l'hospitalisation, parce qu'il faut passer par là dans le cas de leur situation. Et c'est pas, encore une fois, une honte ou un problème ou quelque chose de plus grave que d'être hospitalisé physiquement. Enfin, encore une fois, c'est une maladie, un trouble, faut le traiter à un moment T. Il n'y a pas d'autre solution et c'est comme ça. C'est faire les causes en soi. Au niveau du coup de tout ce que tu décrivais, je pense que il y a ce côté-là très tabou, ce côté un peu reconnaître ses faiblesses, alors qu'en soi, c'en est pas. Enfin, l'aspect émotionnel, c'est juste comme ça. Et ça a des fonctionnements neurologiques, il y a beaucoup de liens qui sont très intéressants à voir en fait. Il y a l'hormonal, il y a plein de choses qui jouent dans le psychologique qui ne sont pas forcément dépendants de la personne, et même s'ils le sont, c'est des mécanismes beaucoup plus compliqués que juste une personne un peu plus faible, comme ce que beaucoup de gens pensent. Je pense que c'est intéressant de pouvoir demander de l'aide justement à ce moment-là, quand on sent que c'est nécessaire, et de se faire accompagner sans... mais il y a des aspects qui sont importants. C'est vrai que le fait de se sentir bien avec la personne, le fait que la thérapie, le type de thérapie corresponde à nos besoins aussi, parce que c'est vrai qu'il y a différentes méthodes, ça on ne le sait pas forcément. Il y a par exemple la méthode TCC, les troubles cognitivo-comportementaux, qui eux sont... Enfin la thérapie, qui elle est une thérapie assez courte, qui va se fixer sur le présent, on va pas forcément revenir sur le passé, et qui va être des actions très concrètes, des exercices. Il y a la thérapie un petit peu plus voilà, de parole, il y a plein de types en fait de thérapie, la thérapie de groupe, donc il faut trouver ce qui nous correspond. Et je pense que moi, de ce que j'ai vu par rapport aux sœurs que j'ai pu interviewer, par rapport aux sœurs que je connais, c'est vrai qu'il y a des gens qui font sans thérapie, qui arrivent à avoir un équilibre, à avoir un soutien autour d'eux, à avoir les ressources en eux pour faire sans. Les gens qui, du coup, en ont besoin, en général, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, il y a le problème du prix, malheureusement. Parce que voilà, c'est du libéral. Les sœurs qui sont psychologues, voilà, ont fait 5 ans d'études, ont besoin aussi, enfin, c'est toute une nécessité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sœurs pour qui ça met un frein, malheureusement, même s'il y a il y a des choses qui existent. Et franchement, les sœurs que j'ai vues qui s'en sortaient le mieux, c'est pas pour faire une généralité, mais souvent c'est des psys musulmanes parce que, par exemple, dans le cas où on a des west en plus, ou on a des choses comme ça, c'est plus simple même d'aborder le côté religieux, etc. Même si, encore une fois, c'est pas une garantie. Il y a des sœurs qui vont avoir une psychologue gratuite, entre guillemets, qui est non musulmane et qui vont très bien être adaptées à ce qu'elles vivent en ce moment. Et d'autres sœurs pour qui ce sera pas le cas. En tout cas, ce que tu disais là de s'en remettre aux créatures, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il faut voir le fait d'aller voir un psy comme le fait de prendre un traitement, comme comme même la ruqya, comme une cause. En fait, le tawakkul, ça vient en premier lieu, c'est-à-dire que la cause, qu'elle soit là ou pas, de toute façon, ta guérison, tu l'auras si tu dois l'avoir. Et toi, à partir de là, tu vas faire les causes pour atteindre cette guérison-là. Que ce soit le psy, que ce soit, voilà, peu importe. Mais en tout cas, tu vas faire ces causes-là, et ces causes-là vont te permettre ou pas d'obtenir cette guérison-là. Et du coup, ça rentre, je trouve, dans ce cadre-là de tawakkul, parce qu'en fait, tu ne places pas ta confiance en la cause. Tu dis pas, là, je vais voir le psychologue, ça y est, demain, je guéris. Là, je vais prendre ce traitement, ça y est, demain, je guéris. Mais c'est une cause qui peut, en effet, par la volonté d'Allah, faire que tu ailles mieux au final et que ça aille mieux. Et du coup, c'est pas contradictoire en fait. C'est juste remettre les choses à leur place et dans leur équilibre, selon moi en tout cas. Je sais pas si j'ai été assez claire, mais en tout cas, voilà, c'est un peu ma vision des choses. Oui, t'as été très clair et tu fais bien d'aborder également le côté financier. C'est vrai que ben, c'est pas offert. En tout cas, en France, ça va pas être pris en charge pour tout le monde. Je sais qu'il va y avoir quelques facilités pour les étudiants et étudiantes, dans certains cas, selon les revenus. Mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à négliger aussi par rapport au prix. Pour celles qui nous écoutent, en tout cas, euh, peut-être que l'étape du psychologue, elle peut être difficile, que ce soit financièrement ou même, je pense qu'il y a aussi parfois un peu d'ego de ne pas aller voir un psychologue parce qu'on souhaite aussi s'en sortir toute seule. Mais essayez au moins de parler de votre épreuve à une personne extérieure à votre vie. Parfois, ça va être compliqué, voilà, de parler à une sœur, un frère, une mère, un père, une copine, voilà, parce que c'est une personne qui va connaître notre vie et peut-être parfois, selon les épreuves, avoir peur du jugement. Mais essayez d'en parler
au moins à une personne extérieure, dire OK, à cette personne que vous ne connaissez peut-être pas, OK, là, actuellement, ça ne va pas. Et je pense que aujourd'hui, on a de plus en plus d'écoute dans ce sens-là, que ce soit, des associations, il y a des numéros d'écoute également, que ce soit également, sur Instagram, il va y avoir, beaucoup de sœurs, voilà, ben, là, ça va être notre cas également, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'initiatives, dans ce sens-là, où vraiment quand il y a une personne qui est, dans ce besoin d'écoute, j'ai l'impression que, les personnes sont encore plus aptes à recevoir cette écoute-là de manière bienveillante, alhamdulillah. Mais, vraiment ça va être ça, en tout cas d'essayer, d'en parler parce que, ben, la parole déjà ça va être, libérateur. Quand on va être seul et voilà, là tu as parlé de waswas ou, parler, quand on va être seul avec, nos épreuves de la vie, la santé mentale qui ne suit pas trop, bah, souvent Shaitan va rentrer dedans. Ça va être une boucle négative, un cercle vicieux et on ne va pas voir le bout malheureusement de cette épreuve, ça va être très compliqué. Alors qu'en parlant avec une personne extérieure, déjà que l'on soit d'accord ou pas avec les moyens qu'elle va nous présenter, au moins on en a parlé et on a une autre vision qui sera un peu plus objective et peut-être nous apporter un peu plus d'espoir parce que, ben, comme toute épreuve, lorsqu'on y est, c'est compliqué de voir, le bout du tunnel. Voilà, en tout cas, rajouter ça et en premier ça va être les doigts, demander à Allah d'en sortir et d'aller mieux. Exactement. Il y a deux choses que je note par rapport à ce que tu as dit et que je trouve très importantes. La première, du coup, on a parlé du coût financier, mais j'ai complètement oublié de dire que le coût, il y a un coût psychologique aussi. La thérapie, c'est pas simple. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça. Et j'ai parlé avec beaucoup de psy et thérapeutes qui m'ont expliqué que voilà, c'était aussi ce qu'elles ont vu. Il y a beaucoup de patients qui arrivent en première séance qui ont des besoins. Et en fait, ils ont tellement une attente de changement rapide et quasi instantané qu'en fait, ils lâchent en cours de route au bout d'une ou deux séances parce qu'en fait, c'est compliqué la thérapie. C'est être face à toi-même, c'est reprendre dans tes défauts, c'est être poussé dans tes retranchements. C'est pas juste se poser et discuter avec la personne en face. Quand en tout cas le psy fait bien son travail, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu vas te remettre en question, tu vas revivre des événements compliqués. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui peut freiner, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est une nécessité. Il y a des moments où c'est une nécessité et ça demande une volonté. Donc ça, c'est clair que c'est important à savoir et c'est important à saluer aussi parce que c'est vrai que c'est courageux de la part de sœurs, etc., de se lancer dans cette démarche-là. Et la deuxième chose que je note, je trouve ça très important aussi, le soutien entre guillemets communautaire, le soutien de sœurs, de personnes, tu disais extérieures, mais des fois ça peut être aussi des amis proches quand tu sais comment elles vont réagir. Je pense que la seule importance dans ça, qu'il faut pas qu'on oublie, la seule limite entre guillemets, c'est vraiment de se dire, ok, quand la personne, sa situation, je vois qu'il y a des éléments qui ont l'air d'aller loin, je vois qu'il y a des choses, voilà. Même si on n'est pas formé, de pouvoir se dire, ok, là, il faut qu'elle aille voir un médecin ou il faut qu'elle aille voir quelqu'un en gros, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui veulent aider. Des sœurs, voilà, enfin, je pense à certaines personnes en plus, des sœurs qui sont vraiment pleines de bonnes intentions, surtout des sœurs jeunes, tu vois, mais qui malheureusement n'ont pas forcément les outils pour se dire, ah là, ce qu'on me raconte, ça peut être grave. Là, ce qu'on me dit, ça peut partir plus loin que ce que je pense. Et ça, je pense que c'est important aussi pour les sœurs qui font cette démarche-là, même si je la trouve magnifique. Et d'ailleurs, je vous remercie de la faire parce que c'est vrai que c'est nécessaire de bien se dire, OK, je vais essayer de me renseigner sur les choses qui peuvent être graves parce que c'est une responsabilité aussi quelque part. La personne, elle, si voilà, enfin, elle a pas une orientation qui est importante ou qu'on loupe quelque chose, ça peut avoir des conséquences. Donc voilà, c'était les seules choses que je voulais noter. Et je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, mais en tout cas, voilà. Je voulais les noter parce que je trouvais ça important dans ce que tu disais, en tout cas. Je suis entièrement d'accord avec cette notion de responsabilité. À partir du moment où une personne décide de nous confier quelque chose, bah, on a déjà, bah, la responsabilité de l'écouter, mais également de prendre au sérieux ce qu'elle va dire parce que comme tu l'as très bien dit, il peut y avoir également des conséquences, juste après et parfois, même j'ai l'impression que, les femmes, sans faire de généralité, mais je vais m'inclure dedans, les femmes, on a tendance à minimiser peut-être, notre mal-être et je pense qu'il faut aussi avoir cette lucidité pour la personne en face de se dire: «Ben, peut-être en fait que c'est un peu plus grave que ça» et conseiller toujours ne pas hésiter à recommander, à cette femme-là d'aller voir des spécialistes parce que, même avec toutes les bonnes intentions du monde, ça sera jamais équivalent avec, l'aide, d'un ou d'une professionnelle.
et tu as parlé du coup de conséquences et jusqu'où ça pouvait aller. Quelles peuvent être les conséquences de déjà ce tabou-là, qui est malheureusement assez installé dans notre communauté, et aussi le fait juste de banaliser notre santé mentale, de banaliser notre mal-être, jusqu'à où ça peut aller. Alors, ça peut aller loin. Ça peut aller loin et je pense qu'on le sait tous. Je pense qu'on a tous entendu des histoires de proches ou de gens moins proches. Ça, en fait, le problème quand nous, on s'ignore, c'est que les symptômes ne vont pas disparaître, comme pour une maladie physique. Il y a des gens qui, voilà, qui ont des choses un petit peu passagères, des choses qui vont faire que ça passe avec le temps. Et puis, il y a des choses qui, en général, en fait, quand le corps nous envoie des signaux, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'on est censé y prêter attention. Et si on n'y prête pas attention, en fait, les choses ne vont pas s'améliorer d'elles-mêmes. Et souvent, les symptômes vont augmenter et on peut se retrouver coincé dans des situations extrêmement problématiques. Je vais aborder un exemple juste après. Mais pour finir, du coup, avec ta question, en fait, le problème au niveau de ce tabou-là, c'est que ça crée un isolement. Et l'isolement, déjà religieusement, on le sait, surtout dans les personnes qui ont besoin, qui sont pas dans une bonne période. Mais l'isolement, en fait, c'est mauvais parce que ça va favoriser justement tout ce que tu disais avec Shaitan. Et par rapport à la personne, en fait, on se sent incompris, il y a une distance avec les autres, on est dans le rejet. On est dans la compréhension. Nous, on est en train de souffrir et on a en plus la souffrance de dire que les autres pensent qu'on fait semblant, nous mettent une pression pas possible en pensant aider, etc. Et c'est extrêmement délétère parce qu'en fait, la santé mentale comme la santé physique, encore une fois, peut se dégrader. Ça peut aller jusqu'à des crises, ça peut aller vers de la décompensation. La personne peut se mettre en danger elle-même, elle peut mettre en danger ses proches dans certains cas. Le problème, c'est que ça évolue, ces choses-là, c'est des choses évolutives, et que ça devient handicapant et ça devient vraiment problématique si on ne les prend pas en charge. Et de laisser une personne toute seule face à ça, sachant que je pense, dans certains cas, en fait, on a besoin des autres. C'est pour ça qu'on a été créé notamment en communauté. On a besoin d'un soutien. Et de se dire que déjà, tu es dans un état de souffrance où t'es pas forcément toi-même dans ton état normal et que tu te retrouves seule à devoir gérer ça, en fait, c'est pas possible. C'est pas humain. Tu peux pas. C'est vrai que, par exemple, pour t'illustrer ce cas-là avec un exemple personnel, au niveau des problèmes d'angoisse que j'ai eu, moi, j'ai de l'anxiété depuis très très longtemps et des gros troubles anxieux, on va dire. Je vais pas entrer dans les détails, mais c'est des gros problèmes anxieux. Donc j'ai l'habitude. Pour autant, à un moment, j'ai commencé à avoir vraiment des symptômes bien présents. Je voyais que c'était pas forcément lié à des événements de ma vie, etc. Comme la plupart des gens, en fait, alors que je suis très au courant de ces choses-là, je me suis dit que j'allais redoubler d'efforts parce qu'il faut que les choses soient faites, parce qu'il faut que les cours soient gérés, que la maison soit gérée, que les choses soient gérées. Donc je me suis dit que j'allais ignorer et que j'allais faire 2 fois plus pour gérer. Au final, j'ai géré, les choses ont été faites, mais ça s'est tellement dégradé qu'en fait, toutes mes fonctions ont fini par être complètement out et que c'est arrivé à un point où en fait, une crise d'angoisse 1 fois par semaine, c'est devenu des crises d'angoisse absolument toutes les 2 minutes, ce qui est absolument invivable pour les sœurs qui savent de quoi je parle. Le petit problème d'endormissement, c'est devenu des insomnies complètes. Le problème de oui, j'ai un petit peu le ventre serré, en fait, je pouvais plus manger. Et en fait, c'est parti à un point où vraiment là, le médical est obligé d'entrer en compte parce que tu peux plus fonctionner comme un humain normal. Et ça, des histoires comme ça, j'en entends tout le temps, de sœurs, de pères, de frères d'ailleurs, parce qu'on parle pas assez des frères, mais ils sont concernés aussi, de non-musulmans. En fait, en général, la santé mentale, quand on le néglige, ça finit par nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Je trouve ça super intéressant parce que en réalité, j'ai l'impression que cette phase où on va redoubler d'efforts, comme tu l'as dit, on va dire ça va, hein, finalement c'était pas si grave que ça, là je gère, etc. Mais j'ai l'impression que l'adrénaline du quotidien fait que on sent un peu moins, même beaucoup moins nos symptômes. Et subhanallah, de ce que j'ai remarqué, ça va être quand tout va être, le rythme va être un peu moins intense, où on aura besoin de fournir un peu moins d'efforts, où là, le corps, va tout renvoyer et l'esprit va tout renvoyer, subhanallah. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on se dit, peut-être que j'ai forcé un peu trop, justement. Par rapport à tout ce qu'on a abordé, qu'est-ce que, en réalité, on peut faire? Qu'est-ce que on peut mettre en place? Quelles initiatives on peut prendre dans notre communauté, que ce soit pour écouter les personnes au quotidien, pour sensibiliser aussi? Je pense que c'est extrêmement important. Moi, je vais reprendre ce que tu disais au départ, c'est-à-dire que la libération de la parole, c'est extrêmement important. Je pense que les groupes de sœurs, ça peut être quelque chose qui fonctionne d'ailleurs, entre guillemets, c'est déjà le cas avec des sœurs qui proposent des accompagnements, mais c'est vrai que les formes un peu thérapie de groupe et tout, en général, ça marche beaucoup chez beaucoup de gens. Le fait de se retrouver avec des gens qui ont vécu la même chose que toi ou qui vivent la même chose que toi, de pouvoir partager les choses qui fonctionnent, etc., ça marche beaucoup. Donc ça, c'est une initiative que j'ai pas beaucoup vue dans la communauté, malheureusement. Je pense que là, il y a un truc que, voilà, c'est moi et c'est mon avis. Je dis pas forcément que j'ai raison, mais je pense que les mosquées, ce serait un bon endroit de sensibilisation parce que, moi, de ce que j'entendais, il y avait déjà pas mal d'efforts portés sur la jeunesse, mais le fait de pouvoir, par exemple,
exemple, faire des conférences sur la santé mentale à la mosquée, ça a un impact qui serait considérable, je pense, parce que ça pourrait toucher les personnes un peu plus âgées, qui ont des enfants ou des proches, des gens dans leur entourage, en tout cas, qui ont des problèmes de santé mentale, ou même, voilà, même se rendre compte eux-mêmes, parce que souvent le déni est important, et ça pourrait toucher les jeunes aussi. Donc je pense que des conférences, ça pourrait être extrêmement important avec des gens, voilà, spécialisés dans ce domaine-là. Ça pourrait rendre légitime, en fait, cette question-là dans notre communauté. Je dirais, il y a un système qui existe déjà, qui pourrait être renforcé, c'est les cagnottes. Je sais qu'il y a pas mal de psy musulmanes qui fonctionnent de cette manière-là, qui ont des systèmes de cagnottes pour les sœurs, justement, qui n'ont pas les moyens de consulter, ou c'est des sœurs qui financent, en s'y mettant à plusieurs, les séances de sœurs, voilà, en difficulté. Ça, je pense que c'est une très belle initiative et il faudrait peut-être le renforcer et que ce soit plus connu. Je dirais peut-être des applications d'aide. Je pense à Ziara Project qui du coup s'occupe très bien de proposer des visites pour les malades physiques. Bah, pour les malades psychologiques, je pense que ça pourrait aider parce que justement, ça romprait cet aspect d'isolement parce que tout à l'heure, on parlait des proches, mais il y a des gens aussi qui sont dans des situations où ils n'ont pas de proches, où ils n'ont pas les moyens de trouver de l'aide. Et ça, je pense que ce serait important de couper cet isolement-là, justement. Et après, en général, je pense que chacune à son échelle, en fait, le fait de parler, de parler, peu importe que ce soit en podcast, que ce soit sur Internet, c'est vrai que sur Internet, ça a une plus grande résonance, entre guillemets, mais même dans la vraie vie, le fait de petit à petit faire ce travail sur soi et de se dire, ok, j'ai pas à avoir honte. C'est une maladie. J'ai ces symptômes, je vis avec, et bah voilà, je vais trouver des solutions. Et je vais, même si je trouve pas de solution pour l'instant, je vais en parler. Et c'est mon histoire, et ça me définit pas, mais ça fait partie de moi, parce que voilà, c'est des choses qui sont liées, entre guillemets, à des événements qui me sont arrivés, à des choses de ma personnalité. Mais c'est pas quelque chose dont j'ai honte, et c'est quelque chose dont je vais parler parce que le nombre de sœurs qui vont se reconnaître dans ce que je dis, qui vont se sentir rassurées par ce que je dis, qui vont voir que d'autres sœurs le vivent, que d'autres sœurs même s'en sortent, et bah c'est pas négligeable en fait. Vraiment. Et de se dire que notre parole, elle compte. C'est pas, non, moi, c'est pas si grave que ça, les autres peuvent parler. Parce que les autres, ils le feront pas forcément, en fait. Je pense que c'est important que tout le monde prenne, entre guillemets, sa responsabilité à ce niveau-là et de se renseigner auprès de ses proches. Vraiment, essayer d'écouter un peu entre les lignes, de vraiment poser la question si ça va bien, de noter les choses comme ça, parce que je pense qu'on n'a pas forcément conscience d'à quel point tout le monde est sous une pression incroyable, que tout le monde vit des choses difficiles et que parfois juste avoir la question de mais ça va vraiment, bah ça va ouvrir des portes auxquelles vous auriez pas forcément pensé chez les gens que vous connaissez en fait. Alors, tu parlais d'agir également à notre échelle. Et également, bah, je souhaitais ajouter, bah, en fait, juste une continuité par rapport à ce que tu disais qui était ben, très, très juste, de prêter l'oreille aux personnes autour de nous. Parfois, voilà, il va pas s'agir forcément de mettre en place des projets, mais à toute personne qui écoutera ce podcast-là, prêtez beaucoup d'attention aux personnes autour de vous. Comme tu l'as très justement dit, demandez un vrai ça va. En réalité, ça fait toute la différence. Et aussi garder en tête qu'une personne qui vous raconte ses difficultés ou qui vous dit ça ne va pas, j'ai du mal avec ceci ou cela, ne cherche pas forcément de solution de votre part, mais peut-être juste une écoute. Alors il faut savoir l'accorder. Et aussi quelque chose qui me semble très important, c'est ne pas remettre en question ou en cause les ressentis de la personne en face. Vraiment être dans cette démarche de recevoir son ressenti, ne pas le juger, ne pas porter d'avis particulier si ça ne va pas, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle ne va pas, même si souvent on se dit c'est quelque chose, ça va, qui est gérable. Moi, en réalité, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Dans le cadre familial, on peut avoir ce genre de remarques et ce genre de pensées-là, mais partez du principe qu'une personne qui vous exprime ses ressentis, qui vous exprime que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas, quelles que soient les raisons, un point, un trait, comme on dit. Donc voilà, être dans cette démarche d'écouter, de recevoir les émotions des autres. Et déjà, je pense que ça fait la différence parce que dans le cas contraire, on va avoir des sœurs, des frères, des filles, des mères qui vont se renfermer sur elles-mêmes et ben parfois lorsqu'on va se rendre compte que ok ça n'allait vraiment pas, ce sera parfois un peu trop tard ou bien le mal-être sera un peu trop avancé et installé. Exactement. Je pense que tu as tout résumé et que vraiment le fait de valider entre guillemets les ressentis, c'est un travail, hein. En fait, on est influencé par la société, par plein de choses qui font qu'en fait on a un peu le jugement facile en pensant aider, en disant oh mais ça va, mais tu peux. Enfin voilà, c'est cette sorte de motivation-là. Il faut travailler sur soi. Il faut se dire ok, là la personne elle me dit un truc, moi je l'ai pas vécu, je l'aurais pas vécu comme ça, mais ok, c'est comme ça qu'elle le vit pour l'instant. Il y a des gens qui sont demandeurs de solutions, il y a des gens qui le sont pas. Et de toute façon, les solutions, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on peut en apporter des bonnes comme des mauvaises. Souvent, comme tu as dit, ce qui prime, c'est vraiment l'écoute et la reconnaissance. On a besoin que quelqu'un nous dise ouais je comprends, ouais c'est vrai que c'est compliqué, oui j'imagine que c'est pas facile ta situation. Et c'est vrai qu'il y a des moments où quand on est en détresse ça suffit pas, on a besoin d'avoir quelque chose, d'avoir un truc, voilà, enfin quelque chose de concret, mais il y a beaucoup de choses dans le quotidien où ça aide en fait, ou même
même, oui, c'est vrai, moi aussi, ça m'est arrivé. Le nombre de jeunes mères, là, qui vont dire, oui, en ayant mon enfant au début, bah ouais, moi aussi, j'avais du mal à me sentir, par exemple, très proche de mon nouveau-né, où j'avais du mal à gérer ma maison, où je me sentais très mal en général, moi-même, en tant que mère. Bah, faut voir comment ça a soulagé énormément de sœurs, qui se sont dit, bah ouais, en fait, je suis pas toute seule, je suis pas folle, je suis pas bizarre, enfin, c'est juste normal. Et c'est quelque chose à pas négliger. Ne pas, nous, se dire, non, il faut absolument pas que je parle de mon expérience, parce que, encore une fois, je dois maintenir ce masque de personne parfaite. Personne n'est parfait. Il y a des gens qui auront plus de facilité que d'autres sur certains aspects, mais absolument personne n'est parfait. On a tous des difficultés sur plein de choses. Et si on est suffisamment proche d'une sœur pour qu'elle nous confie ses difficultés, je pense qu'on peut nous aussi, si on s'en sent capable, laisser paraître quelques failles entre guillemets pour justement avoir ce moment de connexion qui est réel et de se dire ok bah mon histoire aussi, elle va peut-être servir à ce qu'une personne elle comprenne que voilà elle est pas toute seule. May, durant cet épisode, on a parlé, on a fait un constat, on a parlé de solutions, de se tourner vers des spécialistes, on a parlé d'écoute, de beaucoup de choses, alhamdulillah. Quels conseils on pourrait apporter aux femmes, ou en tout cas aux personnes qui nous écouteraient, qui sont pas forcément encore prêtes à faire cette démarche-là, ce pas-là d'aller voir un ou une psychologue, mais qui aimeraient également améliorer leur santé mentale, aller mieux. Donc, quelles choses elles peuvent mettre en place au quotidien? Je pense déjà que quelque chose de très très important et de très très négligé, c'est vraiment l'aspect religieux. Je pense que le fait de préserver au mieux tous les actes obligatoires, même quand c'est compliqué, parce que ça aussi beaucoup de personnes n'en parlent pas, mais d'essayer autant qu'on peut. Les dohas, les invocations du matin et du soir, toutes ces petites habitudes-là, c'est des choses qui font la différence concrètement. Je dis pas que ça va être une guérison complète du jour au lendemain, mais ça fait la différence déjà même dans une sorte de... Déjà qu'on soit touché ou pas, et un peu dans une sorte de prévention. Le fait de pas oublier d'intégrer dans sa routine le fait d'invoquer aussi pour la santé physique, la santé mentale aussi, pour l'équilibre, la sakina, la paix, toutes ces choses-là. Je pense que c'est quelque chose vraiment dont il faut se souvenir. Et ensuite, je dirais en fait, bah justement, en parlant d'équilibre, je pense que c'est important d'essayer de garder cette notion dans son quotidien. En gros, il y a des éléments qui peuvent paraître vite faits, pas forcément importants, mais ça l'est en fait, dans le quotidien pour le moral. Chaque sœur a un petit peu ses tendances, ses habitudes, les choses qu'on aime, chaque humain en fait. Il y a des sœurs, ça va être de se balader, il y en a d'autres, ça va être la lecture, il y en a d'autres, ça va être les soins, la skincare, ces choses-là. Bah, je pense que ça, faut pas les négliger. Parce que du moment où en fait on est complètement débordé sous le quotidien et que on s'accorde plus ces temps-là, on se perd soi-même. On se donne pas le temps qu'on est censé se donner. Ça a des conséquences en fait. Il faut essayer de balancer les choses et de s'organiser en fait comme on peut pour ne pas être complètement débordé par un pan de sa vie. Et ça, c'est valable pour tout. Que ce soit du religieux, que ce soit le travail, que ce soit le personnel, que ce soit le mariage, les enfants. Après, il y a des situations qui font que voilà, ça peut être plus compliqué. Quand on vient d'avoir un nouveau-né, là j'ai eu un épisode sur la périnatalité il y a pas longtemps. C'est vrai que on ne peut pas forcément avoir la même vie exactement que quand on n'a pas de nouveau-né. Il y a des changements en fait dans la vie qui font que voilà, pendant une période, bah ça va être plus compliqué d'avoir exactement les mêmes habitudes. Mais en fait, essayez dans tout de garder une part de tout en fait. Par exemple, au niveau du religieux, le problème que vont avoir beaucoup de sœurs, c'est de se dire ok, je vais mettre en place une routine religieuse. J'ai déjà du mal avec les actes obligatoires, mais je vais tellement me remplir et me donner tellement d'obligations au niveau du surérogatoire que je vais être débordée et que je vais tout lâcher au bout d'une semaine. Ce qui est important, d'un point de vue religieux comme dans le reste, c'est la constance. Même un petit acte, du moment que tu le fais de manière constante, ça va devenir une habitude et tu vas pouvoir le garder. Et c'est ça qui compte à la fin. C'est pas de faire plein de choses comme dans le professionnel. On le voit avec le burn-out, de trop se surcharger, ça mène à ce que de toute façon, à un moment ou à un autre, ça s'arrête. Donc autant essayer de préserver les choses et de garder quelque chose de périn et de se dire ok, là je vais m'organiser, je vais essayer de donner un temps à chaque chose, de voir ce qui est réaliste ou pas et de me laisser une place. Tu existes en tant qu'être humain, tu as tes droits, tes besoins. Si on peut garder un truc de tout cet épisode, c'est vraiment s'écouter. Apprendre à s'écouter, apprendre à voir quand quelque chose est normal ou pas, demander de l'aide encore une fois si on a besoin. Ne pas se renfermer, ne pas avoir honte. Je néglige pas ma santé physique, je néglige pas mes enfants, je néglige pas mes proches et c'est super important de vraiment avoir cette réflexion-là, je pense, et c'est ce que je conseillerais à toutes les sœurs en tout cas. Ouais. Merci énormément, May, pour tes précieux conseils. Je les prends, ça sert déjà à moi-même. Je trouve que c'est toujours bien d'être encore plus sensibilisé sur ça et même sur la santé mentale, le bien-être de nos proches. Qu'Allah te récompense. En tout cas, ça a été très, très riche. Je pense qu'on n'aurait pas pu mieux aborder ce sujet-là en commençant par toi. Est-ce qu'il y a une conclusion? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter en plus de tout ce qu'on a dit aujourd'hui? La seule conclusion que je pourrais avoir, d'ailleurs j'en profite pour te remercier aussi, hein, vraiment c'était un plaisir de pouvoir en discuter avec toi. Et je pense que ce qui est important en fait, c'est de prendre du recul et de se rendre compte un
peu de d'où viennent nos comportements. Pourquoi on a autant cette pression, ce perfectionnisme, cette volonté d'être parfaite? Pourquoi on n'arrive pas à accepter le fait qu'on soit humain et qu'on ait des moments où ça aille pas? Pourquoi on n'arrive pas à accepter d'avoir ce qu'on considère comme des faiblesses? Est-ce que c'est lié à nous? Est-ce que c'est lié à la société? Qu'est-ce que la religion en dit? Qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à ça? Comment... En gros, il faut vraiment qu'on change de regard et qu'on essaie de changer les choses à notre petite échelle autour de nous pour que, là, les choses s'améliorent de manière générale et qu'on puisse vraiment avoir cet aspect communauté et cet aspect d'aide et d'écoute pour tous ceux qui en ont besoin. Merci encore une fois, May. Barakallahu fiki, qu'Allah te récompense. On sent déjà beaucoup de recherche de ton côté, beaucoup de bienveillance. Tu nous as apporté autant des conseils, voilà, applicables par toutes et tous, mais aussi des points un peu plus techniques, je pense, qui sont également utiles parce que ça permet aussi de légitimer le fait de ne pas aller bien parce que, ben, tout simplement, c'est les épreuves de tout un chacun. Les filles, pour celles qui nous écoutent, si vous ressentez le besoin d'être écouté ou voilà de partager quelque chose que vous traversez actuellement, quel que soit le sujet, c'est une écoute qu'on vous apporte depuis quelques mois, alhamdulillah, avec Mama qui aujourd'hui voilà n'est pas avec moi, que ce soit pour le perso ou bien pour le pro. Vous trouverez du coup le lien dans la barre de description. Et puis on va se dire la prochaine pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Et May, je te dis assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte. Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute, comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah est avec toi.